Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers élèves de première année baccalauréat sciences maths français, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour continuer les parties du cours du chapitre numéro 1 concernant notions et expression de l'information génétique. Donc on était arrêté l'autre fois dans la composition et la structure de la molécule d'ADN. Donc on a commencé déjà à répondre à les questions de l'activité numéro 4 et on a répondu déjà à la question numéro 1 qui concerne les différentes constituants de la molécule de l'ADN. Maintenant donc on va continuer cette activité donc en répondant à les questions qui restent, la question numéro 2, 3 et 4. Bien sûr, ces questions vont nous aider à déterminer la structure de la molécule de l'ADN. Alors, pour la question numéro 2, on va utiliser les données du document 13, page 80. Et ce sont des résultats de Erwin Chargaff, qui est un biologiste autrichien. Alors, on va prendre les données du document 13. Dans ce document, comme vous voyez, le nombre, ou bien le pourcentage. Quand vous voyez le pourcentage des bases azotées thymine chez les êtres vivants qui figurent sur le tableau, le pourcentage de la base thymine est presque toujours identique au pourcentage de la base azotée l'adenine. Chez l'homme par exemple, thymine 29,4%, l'adenine c'est 30,9%, et c'est la même chose pour le reste. On observe aussi que le pourcentage de guanine est presque identique au pourcentage de cytosine chez toutes les espèces illustrées dans ce tableau. Voilà donc comme remarque ce qu'on observe d'après le tableau et d'après les résultats de Chargaff. D'après les données du document 13, on observe que toutes les espèces figurant dans le tableau, le pourcentage de thymine est égal au pourcentage de l'adenine et le pourcentage de cytosine est égal à celui de le guanine. Qui signifie cette remarque? On ne peut pas expliquer ces résultats de Chargaff sauf si on suppose que la molécule d'ADN, dans la molécule d'ADN chez chaque être vivant, existe une complémentarité entre l'adenine et thymine et entre cytosine et le guanine. Voilà, donc on peut déduire que l'existence d'une complémentarité entre A et T d'une part et entre C et G d'autre part, ce qui met la structure monocaténaire, et donc on a déjà parlé, en question. Ça veut dire avec la structure monocaténaire on ne peut pas expliquer les résultats de Chargaff. Cela met les chercheurs à l'époque de chercher une autre structure qui essaie d'expliquer ces résultats-là. Les résultats de Chargaff ont été publiés en 1950. Une année plus tard, c'est en 1951, Une autre chercheure, c'est une biologiste
britannique qui travaille beaucoup sur la cristallographie, les rayons X. Il a subi un fibre d'ADN au rayon X. Donc il a obtenu donc un symbole sous forme d'une croix. Voilà, donc comme vous voyez sur l'image. Le symbole qu'il a obtenu donc sous forme d'une croix, donc ce symbole donc ne figure pas que si l'objet a une forme cylindrique. De cet résultat, Rosalinda Franklin a déduit que la molécule d'ADN ne peut pas être quelque chose linéaire, mais quelque chose qui est cylindrique. L'importance des résultats de Rosalinda Franklin prouve, ça veut dire, il met des arguments très solides que la structure de la molécule de l'ADN n'est pas monocaténaire, mais c'est une structure hélicoïdale, ou bien on peut dire que cylindrique. 2 ans plus tard, donc Rosalinda, c'était en 1900, les résultats de Rosalinda ont été publiés en 1951. 2 ans plus tard, ça veut dire en 1953, 2 chercheurs, il s'agit de Francis Crick, c'est un Britannique, un biologiste britannique, et James Watson, un généticien et biochimiste américain. Ils ont donné ce qu'on appelle le modèle double hélice de la molécule de l'ADN. Dans cette structure, donc, on observe l'existence de 2 brins d'ADN. Un premier brin, et devant ce premier brin, donc il y a un autre brin. Et bien sûr, comme vous voyez, chaque brin est toujours constitué d'un ensemble de nucléotides qui sont attachés les uns aux autres. Les 2 brins sont liés entre eux par des liaisons hydrogéniques. Donc, ça veut dire que Crick et Watson, ils ont découvert l'existence de deux brins, des liaisons entre les 2 brins. Voilà. Avec, ça veut dire que toujours si on a le thymine, devant le thymine toujours on trouve l'adénine, et devant le guanine toujours on trouve les cytosines. Et avec cette structure, on peut expliquer facilement les résultats de Irwin Chargaff. Donc Irwin Chargaff, ça veut dire qu'il a dit qu'il existe une complémentarité. Pour expliquer les résultats de Rosalinda Franklin, Watson et Crick sont supposés que la molécule d'ADN n'est pas linéaire, ça veut dire il est hélicoïdal, halazoniya. Avec cette structure, donc on peut expliquer tous les résultats précédents, soit les résultats de Irwin Chargaff ou bien les résultats de Rosalinda Franklin. Et voilà, donc son modèle, ça s'appelle le modèle de double hélice. Si on enlève la spiralisation de 2 brins, on obtient toujours 2 brins d'ADN qui sont parallèles, un devant l'autre. Chaque brin est constitué d'un ensemble de nucléotides qui sont attachés, et l'existence des liaisons hydrogéniques qui relient les bases azotées de chaque brin avec les bases azotées de l'autre brin, tel que l'existence de 3 bases azotées entre
G et C, et deux bases azotées entre A et T, et toujours. Et on remarque ici, à souligner, c'est que les deux brins sont antiparallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un brin, il y a une polarité 5', 3', et l'autre, il est l'inverse, 3', 5'. Alors, donc, avant de passer à expliquer cette polarité-là, donc, d'après les données de page 80, document 15, page 80, Crick et Watson en 1959 ont montré que la molécule d'ADN est formée de deux brins enroulés l'une de l'autre, se forme d'une double hélice grâce aux liaisons hydrogéniques qu'on découvertes qui relient entre les deux brins au niveau des bases azotées, tel que entre l'adénine on trouve deux liaisons hydrogéniques, entre le cytosine et le guanine on trouve trois liaisons hydrogéniques. Bien, chaque brin est constitué d'un ensemble de nucléotides qui sont reliés entre eux au niveau des acides phosphoriques. Ça veut dire la liaison entre le premier nucléotide et le deuxième, ça s'effectue au niveau de l'acide phosphorique. On va voir ça tout à l'heure. Les deux brins sont orientés parallèlement l'un à l'autre, mais en sens opposé. Un brin a un sens de 5', 3', et l'autre brin a un sens de 3', 5'. On dit que les brins sont antiparallèles. Cette structure est appelée le modèle de la double hélice. Et grâce à cette découverte de la structure en double hélice, Watson et Crick, ils ont eu le prix de Nobel en 1962. Pour expliquer l'antiparallèle de deux brins d'ADN, on va voir le sucre qui constitue l'ADN, le pentose. Donc, ça, c'est la formule développée cyclique de sucre pentose. Donc, le sucre pentose est constitué de 5 atomes de carbone. Premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et toujours pour numéroter les 5 atomes de carbone, on commence la numérotation par le carbone qui se trouve à droite de l'oxygène. Ça, c'est une molécule d'oxygène. Alors, cette molécule, elle porte le numéro 1, on dit 1', 2', 3', 4' et 5'. Toujours, c'est comme ça, ça veut dire ça, c'est une règle chimique. Au niveau ce pentose, bien le sucre, est relié au niveau de carbone numéro 1 avec une base azotée, soit le cytosine, soit l'adénine, soit le guanine ou bien le thymine. Et au niveau du carbone 5, il y a une liaison avec l'acide phosphorique. Cette structure, c'est le nucléotide. Pour constituer un brin d'ADN, donc on suppose que notre brin d'ADN est constitué que de nucléotides. Premier nucléotide, le deuxième nucléotide. Alors, pour qu'il y aura une liaison entre les deux brins, donc la liaison s'effectue au niveau de phosphore, de l'acide phosphorique avec le carbone numéro 3 de deuxième nucléotide. Voilà, donc ça c'est une liaison phosphoestérique. Une liaison phosphoestérique, ça veut dire la liaison entre les nucléotides d'un brin sont du type phosphoestérique. Et la liaison, elle se effectue entre le carbone numéro 3 du premier nucléotide, ça veut dire le nucléotide qui se trouve en haut, avec le phosphore du nucléotide qui se trouve en bas. Voilà. Et comme vous voyez, donc, si on suppose que notre brin il est constitué seulement de deux nucléotides, donc on remarque bien que le carbone numéro 3 du nucléotide qui se trouve en bas, il est libre. Ça veut dire qu'il n'est pas lié
nucléotide. Ça veut dire on dit que le carbone numéro 3' il est libre. Et c'est la même chose pour les nucléotides qui se trouvent en haut. Ça veut dire le carbone numéro 3 n'est pas libre. Il est lié à ce nucléotide. Mais le carbone qui est libre, c'est le carbone numéro 5. Normalement, si on veut ajouter un troisième nucléotide, il faut qu'on l'ajoute ici. Lorsqu'on ajoute le troisième ici, ça veut dire le carbone 5', il n'est pas encore libre. Alors donc, dans cet exemple, ce brin d'ADN, il a une extrémité 3', 5'. Si on commence la lecture d'en bas, 3', 5'. Si on commence la lecture d'en haut, on dit que ce brin a une polarité 5', 3'. Alors, donc pour mieux comprendre ça, on va prendre la molécule d'ADN entière. Donc ici, vous avez un brin, premier brin. Et ici, vous avez le deuxième brin. Alors, si on prend le nucléotide, ici, ce brin est constitué donc de 1, 2, 3 et 4. De 4 nucléotides. Normalement, ce nucléotide qui se trouve en haut, donc 5', il est libre. Ça veut dire qu'il n'est pas lié. Donc, il n'est pas lié à un autre nucléotide. Et le nucléotide qui se trouve en bas, le 3', il n'est pas lié à un autre nucléotide. Ça veut dire ce brin a une polarité de 3', 5'. Si je commence la lecture d'en bas, si je commence la lecture d'en haut, je peux dire 5', 3'. Voilà. Donc ce brin, 3', 5'. Ok. Donc pour le deuxième, c'est l'inverse. Donc le carbone qui est libre ici, c'est le carbone 3'. Et le carbone qui est libre ici, c'est le carbone 5'. Toujours, on commence la lecture des carbons, la numérotation des carbons avec le carbone qui se trouve à droite. Le carbone qui se trouve à droite de l'oxygène, c'est celui-là. Donc 1, 2, 3, donc 3. Donc celui-ci 4 et celui-ci c'est 5. Alors, comme vous voyez ici, on a commencé la lecture du en bas. C'est la même chose ici. On va commencer de en bas. Ça veut dire donc ce brin, il y a une polarité de 5'. Donc si on commence donc 5', 3'. Si je commence d'en haut, 3', 5'. Toujours c'est l'inverse du deuxième brin. Ok. Donc bref, donc pour la molécule d'ADN, normalement, donc elle est constituée de deux brins qui sont antiparallèles. Antiparallèles, c'est l'inverse. Le sens était il est inverse. Alors, pour simplifier la présentation de la molécule d'ADN, les restes des parties qui vont venir après, donc on le représente tout simplement avec deux droites qui sont parallèles avec les bases, les nucléotides, et toujours devant C c'est G, et devant G c'est C, devant A c'est T, et devant T c'est A. C'est toujours, on fait une complémentarité entre les deux brins. Et toujours, donc, les deux brins sont antiparallèles, 5', 3', celui-là, donc c'est 3', 5'. Et voilà, donc, en bref, l'ADN est une molécule très longue, composée d'une succession de nucléotides accrochés les uns aux autres, des liaisons avec des liaisons phosphodiestériques, dont l'ordre d'enchaînement est très précis et correspond à l'information génétique. Alors ça c'est une remarque très importante. Ça veut dire l'enchaînement et la succession et l'ordre et le nombre des nucléotides dans les brins d'ADN, c'est très précis et c'est elle qui détermine le type de l'information génétique. Et on va voir ceci dans les prochaines parties du cours. Voilà ce qui concerne la structure de l'ADN. Maintenant, donc, on va passer à la relation entre les chromosomes et la molécule d'ADN. Pour illustrer la relation qui existe entre
les chromosomes et la molécule d'ADN, je vous propose l'activité numéro 5. C'est à recopier sur votre cahier. Donc, lisez bien cette activité, donc, et essayez de utiliser les documents donc, de la page 67 et 68 pour répondre à la tâche de cette activité. Merci. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour répondre à cette question. Au revoir.